J'ai envie de partager aussi avec toi les traits un petit peu je dirais, de leadership que doit avoir le manager pour pouvoir fonctionner comme ça. J'ai essayé de réfléchir à ça et je me suis dit qu'une des premières chose dont il doit être capable, c'est de lâcher prise. Et finalement, on rencontre beaucoup de managers, tu as dû en voir, qui n'arrivent pas. Quand je dis lâcher prise, c'est-à-dire quand tu accordes ta confiance aux équipes, c'est de pouvoir dire « je te vois lundi prochain ». Je verrai les avancées que tu as fait, normalement tu dois être là. Et puis pendant une semaine, quand je dis lâcher prise, si on ne le rappelle pas tous les soirs, t'en es où, on lui a dit lundi, on attend. Et il faut qu'il sache que s'il a des difficultés pendant cette période, il reviendra vers vous. Mais il faut accepter de ne pas être en contrôle de tout, il faut accepter de ne pas micromanager. Et ça, c'est un travail sur soi. Bonjour à tous et bienvenue pour Le Faire en Vrai. Aujourd'hui, je reçois Anna Henry, DRH chez Johnson & Johnson, chez General Electric et dans bien d'autres entreprises. On va parler de confiance et de comment on crée les conditions pour que cette confiance puisse s'exprimer dans l'entreprise. On va parler de leadership et de ce qu'elle pense être les principales qualités d'un leader. Et puis, sujet un peu plus délicat, on va aussi parler des moments difficiles du manager et notamment quand on doit se séparer d'un salarié. Comment on le fait de façon humaine et respectueuse de la personne. Salut Anna, je suis ravi de t'accueillir dans Le Faire en Vrai pour parler de management. Est-ce que tu peux te présenter à nous pour savoir qui tu es? Absolument. Donc, bonjour Patrick. Donc, je suis Anna Henry et je suis DRH depuis plus de 25 ans dans différentes entreprises et notamment les deux dernières, General Electric et Johnson & Johnson. Donc DRH à différents postes, on va reprendre un peu sans rentrer dans le grand détail, mais tu as été plutôt DRH à des niveaux groupes, donc avec des personnels d'usine, des personnels commerciaux, tu as vu un peu tout ce genre de personnel? Oui, absolument, une grande diversité en fait de secteurs aussi, où je travaillais dans le high-tech, dans la santé et puis dans les énergies renouvelables chez General Electric. Et avec des responsabilités sur ces dernières années essentiellement France, avec des responsabilités donc pays sur différents sites, avec effectivement à chaque fois des usines, un siège, des équipes commerciales, etc. Assez varié, R&D, plutôt niveau voilà. groupe. Nous, on se connaît depuis une petite dizaine d'années, je pense. Et quand je t'ai connu, tu étais chez Johnson & Johnson. Donc dans notre discussion, on va surtout parler de Johnson & Johnson et General Electric. Alors juste pour les gens qui nous regardent, donc Johnson & Johnson, c'est une entreprise américaine qui fabrique... Leader mondial dans le domaine de la santé, donc et sur plusieurs secteurs, et notamment pharmacie et tout ce qui est medical device. En fait. Medical device, donc ça c'est le matériel médical, des outils ou des machines qu'on va mettre dans les blocs opératoires par exemple. Et puis ils font aussi, pour ceux qui suivent, alors ça c'est en train de changer, mais qui font aussi par exemple Petit Marseillais, c'est une marque très connue en France, du groupe Johnson & Johnson, donc c'est un groupe très très varié. Et toi chez Johnson & Johnson à la fin, ça va son importance aussi sur ce dont on va parler, tu étais la directrice DRH France, et donc tu avais des DRH en dessous qui s'occupaient de chacun des métiers. Des secteurs, voilà. Absolument. Donc une équipe aussi de management, tu n'étais pas juste DRH Tout à fait. Tu avais aussi des gens à manager de niveau, je pense, en dessous de toi. Oui, j'ai toujours eu effectivement des équipes assez larges et avec des managers de managers. Voilà, donc là on a un périmètre de plusieurs milliers de personnes sur 3 entités business units. C'est ça. Avec à chaque fois un DRH et des responsables RH qu'on va appeler BP RH après pour faire stylé. Donc ça c'était chez Johnson & Johnson. Tu y étais jusqu'à quand, Johnson & Johnson? Jusqu'en 2017. 2017, et donc depuis, tu es passé chez General Electric. Voilà, 5 ans chez General Electric. Et là, le dernier poste étant de couvrir l'ensemble des énergies renouvelables en France, donc les différentes activités, que ce soit le business grid, hydraulique, l'éolien, en mer, sur terre, les pales d'éoliennes aussi. Tu m'as souvent parlé de cette usine. À je crois qu'elle est à Cherbourg, qui fabrique les plus grandes pales d'éoliennes du monde. Absolument, 107 mètres. Donc 4 usines dans ce périmètre, 11 sites et plus de 4000 salariés. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, General Electric, c'était réputé pour être une des plus grandes entreprises du monde, en nombre d'employés. Je ne sais pas si c'est encore vrai, je ne pense pas. Mais c'était très grand. Et en France, il y a énormément d'employés parce qu'ils ont racheté une partie d'Alstom. Absolument. Donc pas les trains, mais... la partie Alstom, énergie. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sites en France, notamment nous on a travaillé à Villeurbanne dans un site General Electric. Donc là aussi, tu as un très grand périmètre et des équipes assez larges à manager dans le domaine des RH, c'est ça? Tout à fait, qui ont un rôle très opérationnel, qui sont directement sur les sites. Et moi, j'ai pour mission de coordonner ces équipes du siège et puis de
piloter aussi certaines personnes qui ont un rôle national, notamment sur les relations sociales, par exemple. Ouais. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est que voilà, nous, on se connaît depuis un moment, on parle beaucoup de tes équipes et on parle beaucoup de ces grands périmètres tous les deux. Et moi, j'ai souvent été inspiré par ta façon de manager. Enfin, je trouve que il y a quelque chose de particulier dans ta manière d'animer les gens, surtout dans des périmètres aussi grands. Comment ça marche le management pour toi ? Qu'est-ce que c'est pour toi d'encadrer des gens ? Comment ça se passe ? D'abord, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est quelque chose qui doit passer dans les équipes, parce que je pense que vraiment j'aime les gens de manière générale. C'est pour ça que je fais ce métier de RH et j'aime particulièrement les équipes que j'ai à animer. Donc il y a une relation généralement très forte qui se noue. Et quand tu m'as posé cette question, j'ai essayé de réfléchir quel était l'élément peut-être différenciant ou fort. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que l'élément, s'il fallait retenir même un mot, c'est sans doute le mot confiance. C'est-à-dire que je pense que c'est essentiel pour moi d'instaurer une relation de confiance avec les équipes, et la confiance à tous les niveaux. C'est-à-dire, moi, en tant que leader, d'avoir confiance en mes équipes, leur permettre d'avoir confiance en eux-mêmes. Parce que souvent, quand on anime des équipes avec des personnes assez jeunes, elles n'ont pas toujours confiance en leur capacité. Donc il faut, elles ont toutes les ressources en elles, mais c'est une façon de les révéler, de leur permettre d'avoir confiance en elles-mêmes. Et puis confiance entre elles. C'est-à-dire que le collectif, l'équipe est essentiel pour moi. Et après la confiance, je dirais l'autre élément, c'est le collectif. Et tout, c'est un cercle vertueux, en fait. Tout s'enrichit et se nourrit et décuple les performances d'une équipe quand il y a de la confiance. Et notamment la confiance entre pairs. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup et qui, en tout cas, basé sur mon expérience, a très très bien marché. C'est marrant parce que c'est peut-être pour la façon dont on s'est parlé au début, puisque au tout début, moi je venais te voir, je crois que c'était une fois par mois chez Johnson & Johnson, et on n'avait aucune mission ensemble, mais je faisais plein de missions chez Johnson & Johnson, donc je connaissais plein de gens. Et on prenait 1 heure par mois ou un truc comme ça pour se parler juste parler des équipes sans avoir rien à décider tous les deux. Et j'ai toujours eu cette impression effectivement que tu essayais de faire un truc un peu magique, c'est-à-dire d'essayer de créer cette espèce d'osmose, ou je sais pas comment on appellerait ça, de bonne ambiance ou d'ambiance studieuse mais très proche dans tes équipes. J'ai toujours eu l'impression que c'était ta préoccupation première. Ouais, c'est vrai et voilà, je suis heureuse si tu as pu le sentir, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire quelque chose, quand tu dis presque magique, j'ai découvert récemment que, par exemple, les neurosciences, je trouve ça c'est très intéressant, très à la mode en ce moment, mais très intéressant parce que ça confirme certaines intuitions que nous, des RH, par exemple, on a pu avoir depuis des années et qu'on a pu expérimenter de manière empirique. Et là, tout d'un coup, il y a la science qui valide ce qu'on faisait. Et notamment cette histoire de confiance, c'est-à-dire j'ai découvert que l'hormone, l'ocytocine, alors on parle de l'hormone, on dit l'hormone de l'allaitement, etc. Mais les scientifiques là sont en train de dire que c'est aussi l'hormone de la relation, de la confiance et de l'attachement au sens large. Et quand tu parles de magie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est une équipe vraiment soudée et qu'il y a une véritable confiance entre ces individus, on doit sécréter certainement il se passe un truc, cette hormone. Voilà, c'est chimique. Et il y a quelque chose qui se diffuse et qui rend ces équipes tellement fortes et qui permettent à ces équipes de réussir collectivement, mais aussi individuellement. Mais qu'il n'y a pas de réussite de toute façon individuelle sans réussite par l'équipe. Et j'ai découvert aussi que certains auteurs qui ont un peu théorisé ont vu que les équipes qui dysfonctionnent, généralement, un des éléments, le premier étage de la fusée, je dirais le socle finalement des équipes performantes, c'est cette confiance. Et que s'il n'y a pas cette confiance, l'équipe ne peut pas fonctionner parce que sur cette confiance, on bâtit plein d'autres choses. Alors on bâtit notamment une chose qui est importante pour moi dans mon management, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire quand on donne sa confiance, c'est qu'on accepte aussi... mais que l'autre se trompe, Voilà. C'est pas surtout... les erreurs. Il faut pas que tu te trompes, la confiance. Au contraire, tu vas pouvoir le faire. Dans ta façon de faire, il y a quelque chose de l'ordre de créer des conditions pour que les gens puissent s'exprimer, vivre leur vie professionnelle, on va dire, avec naturel. Tout à fait. Et qui me paraît assez évident, Tout à fait. C'est comme la motivation. On dit toujours qu'on ne peut pas motiver quelqu'un, mais on peut créer un environnement qui va s'engager. Et l'équipe, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, mon rôle, c'est effectivement de créer cet environnement où les individus vont donner le meilleur d'eux-mêmes
Et ils sont capables tous de choses extraordinaires à partir du moment où ils se sentent en sécurité. Parce que cette confiance, elle va amener de la sécurité et elle va amener aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours, ou qu'on nie un peu dans le monde de l'entreprise, c'est tout le domaine des émotions et de l'affect. C'est-à-dire qu'on les autorise finalement à avoir des émotions. Parce que ça va être comme tu dis, un groupe où ils vont être en sécurité, donc ils peuvent exprimer dans ce groupe. J'ai peur, je suis en colère, tout ça. Voilà. J'ai pas envie d'y aller, ou je me sens coupable de faire ça. On peut tous dire parce qu'on est en confiance. Et toi, tu arrives effectivement à obtenir ces expressions-là, notamment sur mes exemples, les émotions les moins populaires dans le monde de l'entreprise. L'enthousiasme et la joie, on y arrive à peu près, mais la peur et la colère, elles sont très peu populaires, ces émotions-là. Toi, dans ton expérience de ce que tu as fait, tu sens que tu arrivais à avoir des gens qui, y compris, arrivaient à exprimer ces émotions-là? Alors, je dirais que oui. Alors, bien sûr, ça dépend des individus. Évidemment, certaines personnes pour lesquelles c'est plus aisé, etc. Certaines personnes vont le faire en collectif, parce que ça leur pose pas de problème. D'autres ne vont pas oser, mais vont le faire lors des points face-face. Les points individuels, là, ils vont l'exprimer. Ou alors, ce qui est pour moi aussi un exemple que le groupe fonctionne bien, ils vont le faire sans moi, ils vont le faire entre pairs. D'accord, oui. Mais à la limite, c'est le résultat qui compte. Donc, oui, peu importe. Voilà. J'imagine qu'il n'y a pas une seule recette, évidemment, et chacun trouvera sa recette. Mais quand on veut justement libérer ses émotions, il ne suffit pas de le dire. Notamment dans des boîtes, dans Johnson & Johnson et GE, on parle de boîtes très très grandes, avec des grands process, un peu speed. On peut le dire sans trop. C'est pas de la diffamation, je crois, de dire qu'elles sont un peu speed. Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi je sais pas si c'est des bonnes pratiques, en tout cas tes réflexes, toi, pour essayer de créer cette atmosphère-là? Pour moi, il y a d'abord une question de proximité. Alors, tu vas me dire, en proximité, quand on a les équipes aux quatre coins de la France, c'est pas forcément évident, mais bon, avec les moyens, Teams, etc., on y arrive. Et puis moi, j'ai toujours cherché à me déplacer sur les sites pour créer vraiment une vraie relation humaine. Oui, tu as usé ton abonnement de train. Je t'ai souvent eu dans le train. C'est vrai. Mais par contre, par exemple, là, chez General Electric, le rituel, ça a été pendant 5 ans, tous les lundis matins, on avait un call, une réunion par Teams, hebdomadaire, avec l'ensemble des membres de l'équipe. Donc quand je dis l'ensemble, c'est-à-dire absolument tout le monde était convié. Et la plupart des participants me disaient que c'était un moment agréable, sympathique de revoir la tête des collègues et de se dire, bon, notre semaine, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais de se sentir une équipe et sur des sujets majoritairement professionnels, mais aussi d'autoriser, je parlais tout à l'heure d'émotion, de laisser entrer des petits éléments de la sphère privée, voilà, la naissance d'un enfant, quelqu'un qui s'est marié la semaine d'avant, et que c'est des moments qui font chaud au cœur où chacun sent ce collectif qui finalement nous porte, voilà. Donc rapidement, ça va être ce genre de choses, ça va être aussi moi, je crois beaucoup aux événements collectifs, type séminaire d'équipe, où souvent ce sont des souvenirs assez inoubliables et ça crée des choses extrêmement fortes. Et la plus grande satisfaction en tant que manager, c'est de voir comment, suite à ça, des affinités, des sous-groupes se créent et qu'après, les équipes ou les sous-équipes n'ont plus besoin du leader pour fonctionner et trouver leur propre mode de fonctionnement parce qu'ils ont créé aussi la relation et ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient avoir de positif dans l'échange et les synergies qu'on peut trouver, quoi. Mais alors tu vois, ce qui est marrant dans ce que tu racontes, c'est que tu as 2 outils qui sont hyper classiques, c'est-à-dire la réunion hebdo par Teams. Déjà, c'est dur, mais voilà, admettons. Et puis le séminaire, beaucoup de gens font des séminaires, enfin, que ce soit 1 ou 2 fois par an, beaucoup de gens le font. Mais c'est marrant quand tu en parles, donc je me dis oui, d'accord, ça je le fais aussi, et puis j'ai pas le même résultat. J'ai l'impression que c'est parce que c'est ça qui t'intéresse en fait. On a l'impression que je sais pas ce que tu mets dans tes séminaires, mais on a l'impression que ce que tu mets dans tes séminaires, c'est surtout ça m'intéresse que vous soyez ensemble, et à la limite, peu importe qu'on travaille ou non, peu importe qu'on ait des choses à décider ou pas. Ce qui t'intéresse, c'est cette création de lien dans ces moments-là. Même le lundi d'ailleurs, non? Oui. Et du coup, il y a une... tu te parlais de magie, il y a une alchimie extraordinaire et comme j'ai toujours cherché à faire
collaborer les gens de manière très très large et d'être très inclusive, c'est-à-dire au-delà de ma propre équipe. J'ai toujours convié, par exemple, au séminaire, ce qu'on appelle les services partagés, périphériques, à notre propre équipe, que ce soit le recrutement, la rémunération, même la paie, voilà. Et je t'ai jamais dit, oh là là, est-ce qu'il va avoir sa place? Exactement. Qu'ils viennent, quoi. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose d'assez perçu parfois avec surprise dans l'entreprise. Ou qui a pu être par certaines personnes peut-être mal perçu en disant est-ce qu'elle cherche à étendre son empire, et c'est pas du tout ça mon sujet, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de faire travailler les gens ensemble, et que je suis arrivée à la conclusion, mais vraiment hyper basique, que tant que les personnes ne se connaissent pas, elles ne peuvent pas être au top au niveau performance, fonctionnement. Et à chaque séminaire, je suis surprise. Il y a 1 an, on a fait un séminaire à Lyon où des personnes m'ont dit, ça fait des choses incroyables, 15 ans qu'on se voit par Teams, elle et moi, elle à Belfort, moi à Villeurbanne, où on ne s'était jamais vus. Et là, on s'est vus, c'est extraordinaire, on va travailler différemment demain. Et merci pour ça. Voilà, donc non, mais c'est incroyable. Et on est dans une émission qui s'appelle Le Faire en Vrai. Ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que ça paraît évident, mais que pour une raison que j'ignore, la plupart des managers n'osent pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils vont, quand ils font un séminaire, ils remplissent le séminaire avec le maximum d'actions, alors qu'en fait, si tu les réunis 2 fois par an, c'est pour qu'ils se voient, c'est pas pour faire le maximum d'actions. Après, vous déciderez votre truc opérationnel le lendemain. Maintenant que vous vous connaissez, appelez-vous. Oui, c'est un peu ça. Parce que finalement, ce que les personnes effectivement gardent en souvenir, au-delà des différents workshops ou autres, ça a été plutôt les interventions justement de personnes, pas forcément extérieures au groupe premier, en périphérie. Et puis aussi, je cherche toujours à, par contre, faire intervenir des personnes, là pour le coup, extérieures à l'entreprise, qui vont ouvrir les chakras, faire réfléchir autrement et sortir de notre quotidien et de notre routine. Voilà. Et donc l'autre chose que ça produit, je trouve, c'est vraiment une forme de courage. Et pour moi, c'est vraiment ce qui distingue aussi un leader d'un autre, c'est son courage, sa capacité à monter au front, et que les RH, pour moi, doivent jouer ce rôle. Challenger des fois le statu quo, être poil à gratter, se mettre en force d'opposition pour le bien des salariés, etc. Et le fait d'avoir cette confiance et ces moments en collectif, j'ai vu que là aussi, ça décuple le courage des équipes. Ouais. Alors ça, je peux en témoigner parce que moi, j'ai eu la chance d'être assez proche de certaines personnes que tu as managées. Je ne les ai jamais entendues me dire « elle me met la pression ». Elle veut absolument son reporting. D'ailleurs, c'est pas des mots du tout que tu as employés. J'imagine que ça t'intéresse quand même d'avoir les résultats, mais on a l'impression que c'est toujours secondaire dans ta façon d'être aux autres, quoi. Je pensais être un manager effectivement exigeante, et j'ai besoin d'équipes performantes et haut niveau. Donc après, je suis capable, voilà, s'il faut, et ça m'est arrivé de prendre des décisions difficiles, y compris de se séparer de personnes. Mais c'est vrai que comme j'accorde d'abord la confiance a priori et que je suis, je pense, relativement empathique et beaucoup à l'écoute. Relativement, ouais. Voilà. Je prends aussi en considération, j'essaie de prendre en considération les contraintes de l'autre, et que s'il m'a pas fait si le reporting n'est pas arrivé, c'est qu'il y a certainement une très très bonne raison. Parce qu'en fait, l'engagement avec, je veux dire, une attitude comme celle-là, j'ai jamais été déçue, et l'engagement, il est énorme à chaque fois des équipes, parce que finalement, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, c'est que c'est une façon d'avoir un engagement à 300%, mais sans être dans un mode, sans avoir besoin de passer dans un mode extrêmement directif. Ou caricatural du manager sportif. Voilà, exactement. Et je pense au contraire que les équipes RH, elles ont des choses très difficiles à faire. Alors, ça a peut-être toujours été le cas, mais aujourd'hui, je pense, notre activité... Depuis une dizaine d'années, c'est sûr que... Voilà, exactement. Et alors, si tu prends encore ces dernières années, que ce soit le Covid, que ce soit les relations sociales qui se tendent, etc., le quotidien est très dur, et le RH peut se sentir souvent un peu seul. Donc, pour moi, c'est important, justement, que la communauté RH se soutienne entre elles, se sente soutenue déjà par moi en premier, et d'apporter effectivement presque c'est un cocon, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas un espace, voilà, un espace où on ne se juge pas, où on peut se lâcher, où on peut dire ce qu'on a à se dire, et on se sent en pleine sécurité. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi dans les moments difficiles, c'est-à-dire
quand on doit mener des réorganisations, par exemple, c'est toujours une véritable épreuve pour un RH que de devoir, pour tout à chacun, mener une réorganisation, c'est jamais de gaieté de cœur. Des moyens, notamment pour mes managers, les DRH notamment de sites ou de secteurs, d'avoir une aide, c'est-à-dire du co-développement, par exemple, qu'on a à chaque fois que j'ai proposé ça, et aussi du coaching individuel. Donc fait par quelqu'un d'extérieur. Exactement, en obligeant, alors généralement, alors là pour le coup je pouvais être assez directive, en obligeant, y compris ceux qui n'en voulaient pas, leur dire vous faites une séance, vous arrêtez, mais allez voir. Ouais. Et ça a permis à certaines personnes qui étaient réticentes, au bout d'une séance, qui m'ont dit, non seulement qui m'ont dit, on va, je veux continuer. Et puis une fois que les séances étaient passées, est-ce que ça serait possible d'avoir une rallonge? Parce que ça m'aide tellement. Voilà. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Sur le coaching, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un coaching, mais le rendez-vous 1, c'est pas la peine d'être souple. Il faut y aller. Moi, ce que je fais d'ailleurs, c'est que souvent, je leur laisse choisir leur coach. Je leur dis, je veux que tu fasses une séance de coaching. Prends celui que tu veux. Si tu as un copain qui t'en conseille un, machin, je m'en fiche complètement, mais fais ta séance de coaching numéro 1 et après, on verra. Et je trouve qu'effectivement, ça fonctionne bien. Après, toi, tu parlais de cocon. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je pense que c'est ça que tu fais. Et je pense qu'il n'y a rien de... C'est pas maternel. Moi, je t'ai jamais vu faire quelque chose que j'estimais être maternel. Mais je pense qu'il y a vraiment cette histoire de sécurité pour que les gens puissent s'exprimer, qu'ils ne soient pas systématiquement apeurés de ce qui va leur arriver. Donc pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Et de prendre soin les uns des autres dans un monde où c'est dur. Et moi, une des choses, par exemple, pour lesquelles je suis tellement contente, c'est quand je vais discuter avec un de mes managers et puis je vais sentir qu'il a une difficulté ou quelque chose et il va me dire, alors tu sais, oui, mais ça y est, j'ai dépassé ça parce que j'en ai parlé avec un tel, il me cite un autre de ses collègues, on s'est fait une session, finalement il pensait comme moi, il souffrait de ça aussi, donc ça y est, on s'est fait notre truc tous les deux et on va bien. Ouais, il y a quelque chose de certaine douceur dans la façon de manager où on essaye que les gens soient assez à l'aise pour résoudre leurs problèmes entre eux et pas se croire que c'est nous qui allons tout résoudre. Nous, on crée les conditions. J'aime bien cette idée-là. Ouais. J'ai l'impression, mais tu vas peut-être me contredire, que sur cette période, moi c'est marrant, la première fois que j'entends parler de toi, on ne se connaissait pas encore, tu étais à Val-de-Reuil, donc une des grandes usines de J&J. À partir de ce point-là, après des années, j'ai l'impression que tu as même progressé sur ce point-là, dans une capacité à le faire en douceur, enfin à bien agencer l'exigence d'un côté et cette espèce de sécurité de l'autre. T'as l'impression, toi, d'avoir vraiment progressé sur les 10 dernières années là-dessus? En fait, j'ai senti que ça marchait. Je crois que c'est ça. Ouais, donc ça a accéléré. Quoi. C'est-à-dire que je pense que c'était quelque chose pour moi qui a été assez naturel. C'était plutôt voilà, je n'ai pas lu des bouquins pour me dire ah, tiens, il faut que je fasse ça. C'était assez intuitif, qu'avec un environnement comme ça, j'allais obtenir le meilleur des équipes. Et comme à chaque fois, je voyais que ça marchait, même au-delà de mes espérances, c'est sans doute des choses que j'ai renforcées. Et puis moi-même, avec les années passant, d'avoir peut-être aussi moi-même une forme peut-être de sérénité, plus au fil des années, plus important. Et peut-être l'assumer plus vis-à-vis de tes chefs aussi. Peut-être, c'est-à-dire de voir que ce style pouvait être reconnu, c'est-à-dire dans mes évaluations par exemple, où on m'a dit capacité à rester calme sur la tempête, capacité à ne pas tomber dans un registre émotionnel outre mesure et de ne pas rajouter de la pression à la pression. Voilà. Et je pense que nous RH, effectivement, on est parfois entouré de managers un petit peu, on va dire, survoltés. Un petit peu, ouais. Voilà. Ou alors complètement survolté. Voilà. Certains, ouais. Et que justement, si nous, RH, on se met sur le même mode, c'est fini. Ouais. Et que généralement, ce qui marche très bien, c'est qu'en face, moi, je reste calme, à la limite, j'aide même la personne avec une posture coach, à sortir ses émotions, à vider son sac, à comprendre pourquoi il y a une telle frustration, pourquoi ça va si mal. Et puis finalement, les choses s'apaisent et que généralement, c'est pas reconnu comme étant, une sorte de fragilité dans le leadership. Au contraire, c'est apprécié. Donc, du coup, je me dis, poursuivons, quoi. Et t'as pas senti périodiquement des agacements de certains managers, pas forcément les tiens, mais de
devant cette posture qui pourrait paraître un peu soft. Est-ce que parfois tu as eu cette difficulté de sentir des gens qui n'étaient pas à l'aise et qui disaient vas-y Anna, on s'en occupe maintenant, va vite, ton machin? Bien sûr, et après il faut leur donner justement des gages que c'est pas parce que sur le comment on va le faire va être une forme douce, respectueuse, très respectueuse des personnes, qu'on n'est pas ferme. Et c'est quelque chose que j'utilise aussi dans les relations sociales, c'est-à-dire on peut être très ferme dans une décision, en disant sur telle dimension, on ne peut pas bouger, voilà, mais de le faire passer effectivement avec une certaine, je sais pas si une douceur ou calme, et il n'y a pas besoin d'être forcément... Moi je trouve ça de la douceur, mais après on met le mot qu'on veut. Ouais. Et ça, tu as eu des en petites tensions, mais tu as toujours réussi à convaincre les gens que... Oui, tout à fait. C'est-à-dire ta posture c'était celle-là et que c'était bien. Exactement, par exemple sur... je sais pas, la situation caricaturale, c'est qu'on vient de voir parce que tout d'un coup, il y a un collaborateur, ça va plus. Il faut virer demain. Voilà, et ça doit être demain, etc. Donc voilà, je vais réagir effectivement avec calme, etc. Mais bien montrer que je vais prendre le sujet, etc. Mais après, j'impose un peu mes conditions de comment on va le faire. Si effectivement je suis convaincue qu'il faut le faire, du comment, j'impose ça en disant, écoute, voilà, maintenant... c'est chez moi, je prends le sujet, il sera traité à telle date, maintenant tu me laisse-moi laisses tranquille, faire. c'est moi la professionnelle. Voilà. Et c'est marrant parce que il y a quelques mois, moi j'ai enregistré un podcast, à l'époque il n'était pas filmé, qui s'appelait RH Révoltez-vous, quelque chose comme ça. C'était pas Indignez-vous, mais c'était un peu l'idée. Et dans ce podcast, je disais que quand on était RH, il fallait être à l'écoute, mais qu'il fallait avoir des postures fortes et qu'il fallait pas, on pouvait pas être dans l'exécution de tout ce qu'on nous demande. Absolument. Et suite à ce podcast, tu m'avais demandé de faire une intervention dans ton équipe, justement pour avoir cet échange autour de la posture du RH. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu transmets aussi fort, ce côté, on doit être déterminé sur ce qu'on doit défendre, les idées qu'on doit défendre. Tout à fait. Et les entreprises américaines où je suis passée, une des choses qu'on explique aux équipes RH, c'est qu'elles sont bien entendu partenaires du business, mais elles sont aussi ce qu'on dit employee advocate, d'accord ? C'est-à-dire, nous, fonction RH, qui devons être garantes d'un certain nombre de choses pour défendre, entre guillemets, nos collaborateurs, et que sinon on ne le fait pas, aucune autre fonction de l'entreprise ne le fera. Donc de toujours avoir ça en tête, effectivement, pour le coup, je peux être, je sais, très ferme, et sur il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables pour la fonction RH, sur un certain nombre de sujets qui sont d'ordre éthique, ou d'une fonction responsable. Ouais, je discutais il y a quelques semaines, là aussi avec Hélène, là, une DRH devant les caméras, qui me disait un peu la même chose. Elle me disait il y a un grand risque dans les fonctions RH quand elles sont juste que du côté du patron, et qu'elles essayent tout le temps de faire passer les idées du patron, d'éviter des problèmes au patron, d'éviter des risques. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, ça va un peu dans le même sens. C'est oui, il faut éviter des risques au patron, mais on est aussi là pour servir les employés et pas uniquement pour protéger le patron de risques sociaux, de risques juridiques, etc. Ouais, tout à fait. Vraiment les deux, quoi. La technique est quand même pas l'unique jambe sur laquelle vous devez marcher, quoi. Non, absolument pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve important dans la plupart des entreprises aujourd'hui d'être sûr que le DRH est toujours rattaché, non pas au business, mais à la fonction, même s'il est partenaire effectivement du business et du DG, pour qu'il puisse justement garder cette indépendance et d'être en capacité d'aller s'opposer sainement et de manière constructive, mais de dire ça on ne peut pas le faire, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et c'est toujours plus facile quand on n'est pas rattaché hiérarchiquement pas ton chef, à ce patron-là. Non, mais c'est très, très important. Peut-être pour résumer un peu cette dimension sur la confiance et du côté du manager, j'ai envie de partager aussi avec toi les traits un petit peu je dirais, de leadership que doit avoir le manager pour pouvoir fonctionner comme ça. J'essaie de réfléchir à ça. Et je me suis dit qu'une des premières chose dont il doit être capable, c'est de lâcher prise. Et finalement, on rencontre beaucoup de managers, et tu as dû en voir, qui n'arrivent pas. Quand je dis lâcher prise, c'est-à-dire quand tu accordes ta confiance aux équipes, c'est de pouvoir dire « je te vois lundi prochain ». Je verrai les avancées que tu as fait, normalement tu dois être là. Et puis pendant une semaine, quand je dis lâcher prise, si on ne le rappelle pas tous les soirs, t'en es où, on lui a dit lundi, on attend. Et il faut qu'il
qu'il sache que s'il a des difficultés pendant cette période, il reviendra vers vous. Mais il faut accepter de ne pas être en contrôle de tout, il faut accepter de ne pas micromanager. Et ça, c'est un travail sur soi, qui n'est pas toujours Oui, parce que rassure-moi, c'est difficile. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal. Enfin, moi, je suis convaincu comme toi de ça. Et je sais que quand j'ai envie de vérifier, j'ai envie de contrôler pendant ma semaine, je me force, mais je me mange un peu les doigts. Ça t'arrive aussi. Bien sûr. Puis d'une fois, on lui envoie un texto, de lui dire alors. Et puis on se dit non, ou à la limite un truc très neutre, bon, j'espère que tu avances bien, point. Mais bien sûr qu'on a envie. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles je lutte. Après, une des choses, je pense, qui est essentielle, tout à l'heure j'ai parlé d'émotions, c'est-à-dire en tant que leader, si on accepte et on accueille les émotions des autres, il faut accepter ses propres émotions, il faut être capable d'autoriser tout le monde à être sur un registre, un moment émotionnel, mais les choses qui vont rester au sein de l'équipe. L'idée, c'est pas de sortir à l'extérieur. Mais là, c'est autorisé et donc, pareil, j'ai croisé un certain nombre de managers, j'ai réalisé qu'ils avaient peur des émotions des autres et qui du coup se débrouillaient pour qu'il n'y en ait jamais. Et du coup, ça peut pas fonctionner. Et il faut, comme tu dis, mettre les siennes aussi, parce qu'on ne peut pas juste dire vos émotions, pas les miennes. Quoi. Voilà. Quand même être un peu dans la même barque. Quoi. Exactement. Et une des choses du coup que moi j'ai faites, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est sans doute pas perçu peut-être toujours comme très corporate, mais de ne pas hésiter à faire part aussi au groupe qu'on est humain et qu'on a pu avoir sur tel ou tel sujet des états d'âme ou des difficultés et de leur dire je suis juste comme vous. Ou quand j'ai commencé dans ma carrière, moi aussi je me suis posé ces questions et je pense que ça libère aussi, aussi tout le monde. Après, un autre élément, je pense qu'il faut être lucide aussi quand ça ne marche pas. Tout ça ne veut pas dire qu'on doit niveler le niveau d'exigence. Donc, rester lucide que ça ne marche pas avec tout le monde, qu'on peut avoir des échecs, qu'il peut y avoir des personnes dans l'équipe pour lesquelles ça ne marche pas. Voilà. Et puis après, la chose, je pense, finalement, peut-être une des choses aussi les plus difficiles, c'est d'accepter, parce que quand ces équipes, avec cette confiance, tu disais, les personnes, les collaborateurs grandissent, ils évoluent, prennent de plus en plus de responsabilités, il y a un moment, le leader, en tant que leader, le groupe a quasiment plus besoin de lui. Et c'est la plus grande récompense, finalement. Mais ça, il faut l'accepter aussi. Et je fais souvent le parallèle à ce moment-là avec les enfants. On les élève pour qu'à un moment, ils quittent le nid. Et c'est cruel, ce moment-là. C'est difficile. Je l'ai vécu aussi en tant que maman, en disant, mince... Pas encore, mais je suis pas pressée. Voilà. Et en fait, c'est la plus belle des récompenses de voir d'anciens collaborateurs qui ont des très beaux postes, qui sont des RH ailleurs, des postes à responsabilité et qui se sont envolés. J'évoquais Xavier, que tu sais que je connais très très bien. Et c'est vraiment l'archétype pour moi de ça, de quelqu'un qui... moi, je m'en rappelle très bien, quand tu travaillais avec lui... techniquement, je ne suis pas sûr que tu lui servais beaucoup et souvent, mais moi, il me disait, moi, elle est là rarement, mais quand j'ai besoin d'elle, elle est tout le temps là, et quand j'ai besoin d'elle, c'est que je suis vraiment en galère et que j'ai besoin d'être soutenu vraiment. Et j'avais l'impression, ce côté, elle n'est pas utile, mais elle est indispensable, tu vois. Mais c'est difficile, et je pense que c'est aussi un ego bien placé. Alors, pour certains d'entre nous, moi, je sais que mon ego est sûrement un peu moins bien placé que le tien. J'ai un peu plus de mal à laisser ça, mais je pense que c'est une bonne leçon de justement pas se sentir indispensable en étant là et en étant tout le temps présent dans la discussion. Parfois, juste dire, tu sais que tu peux compter sur moi, mais je viens pas t'embêter. Tout à fait. C'est beaucoup un rôle dans les coulisses. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi d'être avec l'équipe, d'être en coulisses. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui doit, sur plein de sujets, jouer le premier rôle sur leur site, etc. Il faut surtout qu'on voit le moins possible, par exemple, parce que c'est eux qui doivent jouer le premier rôle. Mais que je suis là pour les aider, pour les alimenter, pour challenger, idéalement un petit peu dans l'ombre, et ça me va bien. Quand on avait fait la mission à Villeurbanne, c'est pas avec toi qu'on l'a faite personnellement, mais le DRH en question était jeune et débordé, et il avait juste besoin... je pense toutes les semaines, d'être conforté et réconforté dans ce qu'on était en train de faire. Mais après, c'est lui qui réalisait tout. Et je pense qu'à la fin, lui, il est reconnaissant du travail que tu as fait pour l'aider. Le reste du site n'a à peine eu connaissance de ta présence, vaguement. Je pense qu'ils étaient deux à être conscients de ce que tu faisais. Et ça suffisait, c'était pas grave, mais ça a vraiment aidé. Alors, dans la discussion, tu as évoqué 2-3 fois un cas dont je voudrais qu'on parle un peu. C'est qu'on peut être la manager ou le manager le plus humain de la planète. On se retrouve dans des situations où
on est conduit à être insatisfait, à vouloir se séparer d'un collaborateur. Je mets un peu de côté ce qui serait des fautes très graves, hein, mais disons que voilà, des gens qui n'arrivent plus à faire leur métier, des gens qui deviennent nuisibles pour leurs équipes et qu'il faut sortir d'une équipe, etc. Tu as dit que ça t'était arrivé. Moi, la question que je me pose, je sais qu'il faut le faire dans ces cas-là. Quels sont tes réflexes, quelles sont tes règles internes pour faire ça bien, comme on dit, c'est-à-dire pour bien s'occuper des gens qui partent, des gens qui restent. Comment tu vois cet événement un peu particulier de la vie du manager et pas le plus agréable? Dans les cas que j'ai eu à gérer, alors d'abord, effectivement, dans la vie du manager, ce sont clairement les moments les plus difficiles. Ouais. Voilà. C'est difficile parce que c'est quelque part vécu quand même comme une forme d'échec, ou comme un peu un divorce, quoi, quelque chose qui n'a pas marché, une collaboration qui n'a pas marché. Donc oui, en tant que manager, il y a beaucoup de réflexions avant d'arriver à la conclusion que voilà, on ne peut pas faire autrement qu'une séparation. Dans ces moments-là, j'ai toujours essayé très vite de montrer à la personne, alors il y a toute une phase bien sûr où de colère, etc. Tout ça c'est tout à fait normal, donc c'est pouvoir accepter effectivement ces émotions-là qui toujours peuvent être violentes et de se préparer pour ça. C'est pas la personne qui est remise en question, et d'ailleurs toutes les personnes qui ont pu à un moment ou un autre quitter une équipe, ont rebondi ailleurs et très bien rebondi. C'est-à-dire de démontrer à la personne que ce n'est pas elle qui est remise en question, c'est l'adéquation à un moment donné entre son poste et ce qu'elle est aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Et très vite, la personne, elle va, alors pas forcément tout de suite, elle n'est pas forcément d'accord immédiatement, mais après, elle s'en rend compte. Généralement pas d'accord immédiatement. Même voilà, ce qui est juste normal. En fait, s'il n'y a pas cette adéquation et que souvent ça rejaillit sur la relation avec le client en interne, c'est-à-dire un des patrons business qui est insatisfait, qui rend du coup la vie de ce RH assez misérable, parce que quand vous voyez que vous ne donnez pas satisfaction au patron avec lequel vous travaillez, c'est très désagréable. Ouais. Et du coup, pour le coup, il n'y a rien de positif qui ressort de là. Et de comprendre que finalement, en s'extrayant de cette situation, on va retrouver pour le coup de la confiance en soi, et on va repartir dans un cercle vertueux. Donc c'est soit changer, ça peut être changer en interne aussi, ça peut être faire travailler avec un autre leader ou sur d'autres responsabilités RH. Et c'est ça qui est beau, de voir que quelqu'un qui est en échec sur un poste, en interne ou pas, et qu'on remet ailleurs, va être à nouveau dans une spirale vertueuse. Et je me dis, le fait que généralement les choses se soient plutôt bien, au final, été gérées, je crois, avec une forme d'empathie, et quand la personne est en mesure de raisonner et de comprendre, lui expliquer ça. Et même des personnes dont je me suis séparée et qui sont devenues quasiment des amis après, donc sans rancune, même si à un moment donné, ça ne fonctionnait pas en fait. Alors je résume vite fait pour être sûr de rien rater. Donc d'abord, tu ne te décides pas dans la précipitation. Deuxièmement, il va y avoir des émotions, y compris désagréables à accueillir, et qu'il faut se préparer à les accueillir, et il faut accepter qu'elles existent. Et ensuite, effectivement, on va se concentrer sur la relation et l'adéquation entre la personne et son poste, la personne, son entreprise, etc. Pour ne pas remettre en cause l'individu, mais vraiment cette adéquation, quoi. Et là, on a un peu de temps. J'imagine que du coup, c'est des choses que tu fais sur des durées relativement longues. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce n'est pas immédiat, quoi. Voilà. Tu laisses t'étires un peu le temps. Voilà. Et puis après, il y aura toutes les situations, mais effectivement, de faire en sorte, si on arrive jusqu'à un départ, que ça se fasse effectivement dans les meilleures conditions possibles. Et si on se rend compte que la personne, elle avait un manque technique, que c'est pour ça que, pas hésiter à lui dire, on va te payer aussi une formation pour que tu rebondisses là-dessus. Ou voilà. Donc l'argent ne résout pas tout, mais effectivement, ça peut aider, permettre à la personne d'être sereine dans sa recherche d'un autre emploi. En tant que manager, il faut avoir ce courage d'affronter cette situation difficile. Et on voit beaucoup de managers, et on est parfois très surpris, qui fuient. C'est-à-dire que... le moment est désagréable quand même, donc voilà. C'est ça qui fait. Et moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote, je me souviens, j'étais mon premier job de DRH, entretien individuel de licenciement. Je me rappelle, c'était un
un délégué qui avait, c'est un problème disciplinaire, hein, donc qui avait triché sur ses notes de frais, donc quelque chose d'assez évident grave, disciplinaire, grave, mais qui était, je mets des guillemets, facile à gérer, parce qu'il y a quelque chose de très objectif. C'est pas juste de l'insuffisance professionnelle. Voilà, c'est toujours plus compliqué. Et là, le directeur qui devait faire l'entretien avec moi, qui était quelqu'un de très, pour le coup, un peu, très mâle, très arrogant, qui traitait très mal cette personne en disant, voilà, elle est moins que rien, parce que, eh bien, le jour de l'entretien, elle était incapable, elle n'arrivait pas à faire l'entretien, parce qu'elle était bloquée aux toilettes et elle n'arrivait pas. Voilà, elle n'arrivait plus à revenir. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire des managers qui sont comme ça, ou un peu grande gueule, etc. Et puis en fait, quand ils sont confrontés à leurs collaborateurs, ils n'arrivent même pas à leur dire les choses. Et donc le collaborateur ne peut pas bien le vivre. Voilà. Parce que souvent, il y a ce manque de courage et ce manque d'explication. Et juste de continuer à avoir une relation respectueuse avec la personne et non pas tout d'un coup traiter la personne comme une pestiférée, un pestiféré, arrêter de prendre ses appels, l'ignorer en fait. Et ça, c'est très très violent. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est très compliqué. Et oui, évidemment, il faut avoir le courage de faire ça. Moi, je trouve que j'ai une difficulté, moi, dans ces cas-là, heureusement rares, mais qui m'arrive aussi, c'est... je ne sais pas si tu as eu ça toi, c'est en fait quand moi j'arrive à ça, j'essaye généralement de faire ce que j'appelle des actes préparatoires, c'est-à-dire de passer des messages qui sont pas on va se séparer de toi, mais bon, qui disent ça commence à être compliqué, il faudrait que ça change, et puis on va grader grader ces messages jusqu'au moment où on va prendre la décision. Je fais pas ces messages, j'essaie d'être on va dire, en adéquation avec ce que je pense, c'est-à-dire je fais des messages attention quand je pense que c'est attention, et puis je dis que c'est fini quand je pense que c'est fini. Et ce dont je m'aperçois, qui me perturbe toujours beaucoup, c'est qu'au moment où je dis c'est fini, j'ai presque toujours des retours de ah mais il fallait me prévenir, ah mais j'ai pas du tout senti venir. Et moi j'ai l'impression qu'on a toujours fait 15 messages avant. Il y a quelque chose qui se passe quand on se sépare de quelqu'un, qui est que le moment où on acte ça est tellement émotionnellement supérieur à tout ce que tu as fait avant. Parfois je me dis mais quoi ça sert de ce que j'ai fait avant, ça ne prépare rien. Toi t'as aussi cette sensation-là? Il y a chez certains individus un choc et puis un déni qui est juste incroyable, parce que toi, en tant que manager, si tu sais bien que tu as pourtant, comme tu dis, posé des jalons et qu'en face, ça n'a pas été entendu, en fait, ce que je recommande toujours, c'est de faire aussi les choses par écrit, parce que c'est vrai que quand, à l'oral, tu expliques un certain nombre de choses, ça peut ne pas être entendu, et qu'à un moment, d'acter, alors c'est pour ça qu'on a les entretiens annuels, etc., d'acter que le niveau de performance, il n'est pas encore aux attentes, il y a un moment, la personne ne peut pas être dans le déni. Après, je ne veux pas donner l'impression que ça se termine toujours mal, parce que bien sûr. Juste, je veux aussi insister là-dessus, c'est que j'ai en tête de très belles histoires, justement, moi aussi, voilà, de personnes où j'étais quand même très inquiète et où je pensais que ça allait être mal parti, et qui finalement, suite à une sorte de plan d'accompagnement qui a pu se faire, qui ont redressé la barre et qui aujourd'hui tout va très bien, donc c'est encourageant. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord, ça existe à fond. Et moi, je me rappelle, d'ailleurs, c'était chez G&J, mais tu n'étais pas impliqué dans cette affaire où j'avais fait un rendez-vous avec un patron, une des RH et un manager qui était en grande difficulté, dont c'était la dernière chance, soi-disant, etc. C'était il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, il a un poste chez G&J, il est très reconnu et tout se passe bien. Et l'histoire, elle est magnifique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et quand je parlais d'actes préparatoires, ils sont préparatoires à éventuellement se séparer, mais où ils peuvent être préparatoires à trouver une autre façon de travailler ensemble, un autre poste, ou juste retrouver une relation. La probabilité, elle n'est jamais de 1 tant qu'on n'a pas décidé, quoi. Mais après, c'est vrai que tu vois aussi très souvent des managers qui te disent « je l'ai prévenu, ça fait 2 ans que ça ne va pas, etc. » Et là, le grand classique, tu regardes les entretiens d'évaluation, il a toujours été évalué, tout va très bien. Parce qu'en fait, le manager, il n'a jamais réussi à le lui dire finalement, et à un moment, il est au pied du mur parce qu'il ne peut plus. Mais effectivement, il n'a pas fait posé ses actes préparatoires. Moi, je ne pense pas que ce soit ça mon erreur. Par contre, je ne fais sûrement pas assez d'écrit. J'ai peur de l'écrit, en fait. Moi, j'ai probablement peur que l'écrit soit trop formel et
d'instaurer une relation formelle qui n'est pas du tout l'ambiance du cabinet. Du cabinet. Et je pense que c'est un peu une erreur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je pourrais faire un écrit qui n'est pas très formel, mais qui permet aux gens de comprendre, d'accepter, c'est autre chose, mais au moins de comprendre ce que je lui ai dit dans son intégralité, de pouvoir y revenir, etc. Probablement, je ne fais pas assez d'écrits, moi, ça c'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait se dire aujourd'hui. Anna, je te remercie beaucoup pour le temps passé ensemble. Merci Patrick. J'ai même regardé mon truc 56 minutes, tu vois. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Je pense que tu dois être sur LinkedIn, hein, donc Anna Henry. Et puis commentez, réagissez à notre discussion si vous êtes d'accord. Et surtout si vous n'êtes pas d'accord, on essaiera de répondre à vos idées. À bientôt.